Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Nouveau numéro d'On va plus loin. Merci d'être avec nous. Notre programme ce soir, notre grand débat autour de l'avenir du zéro papier. Le zéro papier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple votre fiche de paye que vous n'avez plus qu'en version numérique ou votre crédit immobilier 100% en ligne ou encore vos démarches bancaires que vous signez sur une tablette. Une chasse à la paperasserie a été lancée. Va-t-on vers un monde sans papier? Est-ce vraiment écologique? Nous poserons la question à nos invités dans un instant. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera deux spécialistes économiques, Alexandre Malafaille et Benjamin Coria. Nous mettrons en perspective cette baisse du chômage en septembre. Et puis, nous reviendrons sur l'indemnisation des chômeurs, alors qu'Édouard Philippe a détaillé le calendrier et la méthode. Pas de baisse des indemnités, assure le gouvernement, mais il faut tout mettre sur la table, ne s'interdire aucun tabou. Qu'est-ce que cela signifie? Nous en discuterons avec nos invités sur ce plateau. Enfin, l'entretien du jour, nous recevons Paul François. Il est agriculteur en Charente et il a passé près d'un an à l'hôpital après avoir été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide de Monsanto. Il raconte son combat contre la multinationale américaine dans un livre, Un paysan contre Monsanto, coécrit avec Anne-Laure Barret, grand reporter au JDD. Et puis nous parlerons aussi avec lui du glyphosate, évidemment. Mais d'abord, cette révolution en cours dans notre quotidien, cette société en route vers le zéro papier, fini la paperasse à ranger, à classer, terminer le gaspillage de feuilles, place à la dématérialisation. On verra avec nos invités si c'est bien l'avenir et s'il y a des limites à ce système. D'abord, illustration du zéro papier au Parlement. Oui, au Parlement, l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat s'y mettent et veulent être un exemple. Reportage de Stéphane Amalian. En 2016, 20 millions de pages ont été imprimées rien que pour les rapports sénatoriaux. Depuis le renouvellement du Sénat en septembre dernier, Gérard Larcher a décidé d'expérimenter la dématérialisation. Jusqu'à présent, chaque rapport était imprimé en 10 exemplaires rien que pour l'archivage. Les impressions papier sont maintenant limitées et les textes sont consultables en ligne. La phase expérimentale s'achève à la fin de l'année. Elle pourra donner lieu à la mise en place réelle de la dématérialisation des rapports parlementaires. Mais le Sénat a déjà commencé sa mutation avec un agenda disponible à tout moment grâce à son smartphone. Très simplement, avec votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez flash-coder ou simplement lire le flash-code et accéder aux documents en ligne. Les sénateurs aussi s'y mettent. Les amendements, propositions de loi et le suivi des débats sont d'ores et déjà dématérialisés au sein de la Commission du développement durable. On sait bien que sur certains textes, il y a parfois des centaines d'amendements qui sont distribués à chaque sénateur, donc ça représente des volumes considérables. On a décidé de dématérialiser cela, ça veut dire que ça ne serait consultable que sur nos supports informatiques. Mais la transition nécessite un temps d'adaptation pour les sénateurs. Vous avez la possibilité de les reconsulter en cliquant évidemment sur la flèche arrière. Les sénateurs de la Commission du développement durable étaient formés aujourd'hui au maniement de ces nouveaux outils qui pourraient très prochainement devenir la norme au Sénat. Et on va aller plus loin avec nos invités sur ce plateau. Régine Diani, bonsoir. Vous êtes directrice de l'AIFE, Agence pour l'informatique financière de l'État. Julie Gomez, vous êtes une experte en cybersécurité. Bonsoir. On vous connaît un petit peu dans OVPL. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Ronald Blunden, bonsoir. Vous êtes directeur de la communication d'Hachette Livre. Et puis Thibaut Turchet, bonsoir. Vous êtes juriste à l'association Zero Waste France. C'est une association qui milite pour la réduction des déchets. On va en parler justement dans un instant. Justement, Thibaut Turchet, avant de parler des risques, des limites, qu'on abordera évidemment dans cette émission, parlons des avantages du zéro papier, j'imagine qu'il y en a, et notamment la lutte contre le gaspillage. C'est l'avantage qui se voit en fait de façon très visuelle, parce que dématérialiser aujourd'hui peut impliquer une réduction drastique du papier. Alors zéro, c'est l'objectif, mais en tout cas drastique. Là, quand on voit dans le reportage les rapports parlementaires qui sont imprimés, en fait, dont on ne sait pas à qui vont être vraiment distribués. En fait, il y a aussi ce sujet-là. Oui. Distribution en masse de choses. Le numérique permet évidemment de réduire, ça se voit, le papier. Il y a aussi de cibler les personnes qui vont être vraiment intéressées par le contenu, ce qui n'est pas forcément toujours le cas avec le papier, comme on peut le voir dans les carrés. Alors oui, la fin du gaspillage, j'en parle parce que selon l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, écoutez bien, 25% des documents sont jetés 5 minutes après leur impression, 16% des impressions ne sont jamais lues. Rien qu'en France, les déchets de papier au bureau atteignent 900 000 tonnes chaque année. Il y avait une urgence quand même à cette dématérialisation ?
Alors 900 000 tonnes, ça fait, je crois, de mémoire 130 ou 140 kilos de papier par salarié du tertiaire, en tout cas, principalement. Donc l'urgence, oui. À quel prix? J'imagine que c'est le débat de ce soir. Absolument. Et pour aller sur les autres impacts du numérique. Mais oui, clairement, il y a un gaspillage énorme de papier, ne serait-ce que le papier qui ne sert à rien parce qu'il n'est pas lu ou imprimé 5 fois, le mail de saisine imprimé 5 fois, je pense que tout le monde connaît ça. Et vous voyez, moi je lis les miens ce soir, ils me servent à quelque chose. Régine Diani, la loi pousse aussi au zéro papier. Je crois qu'à compter de 2020, toutes les entreprises françaises vont devoir éditer des factures numériques, c'est bien cela. La loi accompagne cela aussi? La loi, à l'instar de ce qui s'est fait dans les pays scandinaves, est partie d'une obligation de facturation électronique entre la sphère publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les établissements publics et leurs fournisseurs. Et on a entamé une très grande concertation avec tous ces acteurs pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour simplifier les choses. On n'a pas cherché à dématérialiser du papier, on a plutôt cherché à simplifier quelque chose et des échanges tels qu'ils étaient en matière de factures. Et les factures, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, on est parti d'une concertation où toutes les entreprises qui travaillent avec, encore une fois, toute la sphère publique, à partir depuis le 1er janvier 2017, les grandes entreprises sont obligées d'envoyer des factures dématérialisées. Puis ensuite, les entreprises de taille intermédiaire, les moyennes et les très petites. C'est-à-dire que d'ici 2020, tout le monde sera passé à ce mode d'échange entre donc, les entreprises et les entités publiques, en sachant que pour cela, on a quand même construit une plateforme d'échange, parce que dire qu'on le fait, il faut que ce soit simple. La dématérialisation, c'est pas simplement la suppression du papier, c'est la simplification des échanges en termes de biens, en termes de services, entre les usagers et puis ceux qui émettent. Je crois que moi je suis pour la non-matérialisation, je crois qu'il faut plutôt parler de non-matérialisation que de dématérialisation, parce que sinon, en matière de factures, c'est quand même fou qu'il y ait des gens qui éditent des factures qui viennent d'un ordinateur, qui les mettent sur du papier, qui l'envoient par la poste, elle se perd, on ne sait pas où elle arrive, et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait nous? On les scanne pour les remettre dans l'ordinateur. Oui, donc c'est sans fin. Julie Gomez, si on reste dans les avantages, le zéro papier, ça a aussi créé un business, un marché. Il y a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui se créent pour aider à la dématérialisation des documents. Alors, pour aider à la dématérialisation au niveau technique, oui. Et il y a aussi du niveau du business au niveau du stockage. Alors, en France, on va avoir des problèmes qui vont se poser au niveau de la gestion des données personnelles, où on va avoir besoin de stocker ces données soit en France, soit en Europe. C'est toutes les questions qui se posent en ce moment avec la GDPR. Mais c'est vrai qu'il y a un business qui est énorme, qui est en train de se créer autour des serveurs, autour du stockage, et ça génère pas mal de problèmes au niveau de l'environnement, notamment. On en revient à ce qu'on disait. Oui, absolument, et on va y venir, bien sûr. Ronald Blunden, vous, chez Hachette, vous avez engagé une vraie réflexion autour du zéro papier, sur notamment le livre en version numérique? Oui, c'est pas vraiment une réflexion sur le zéro papier. Ce qui s'est passé, c'est que le livre s'est dématérialisé, puisque l'e-book est arrivé et que, évidemment, nous avons rendu tous nos catalogues disponibles en version numérique, en particulier dans les pays développés, disons, Europe, États-Unis. Vous avez été face au phénomène, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû Oui, bien sûr, mettre. c'était pas une décision, si vous voulez, de pionnier, c'est simplement qu'on a accompagné une révolution à la fois du marché et technologique. D'ailleurs, ça a extrêmement bien marché au début, c'était très lié à des questions de prix, puisque le e-book était vendu moins cher, nettement moins cher que le livre, son équivalent, version papier. Et puis... C'est-à-dire de 20 à 5 euros, en gros? Non, disons qu'un livre, par exemple américain, qui était vendu le premier jour de sa sortie, disons $18 chez un libraire, était vendu $7-8 par certaines plateformes que je ne nommerai pas de livres numériques. Donc l'écart était très très considérable, il fallait faire remonter tout ça. Il y a eu des négociations qui ont été parfois un petit peu ardues, et puis finalement on est arrivé à stabiliser les prix à peu près à un niveau convenable. La part de marché des livres numériques aux États-Unis et en Angleterre, qui sont les deux pays en pointe, a du coup pas mal baissé. Et aujourd'hui, elle s'établit à peu près à 20% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et en France et en Angleterre. Alors attention, le zéro papier n'est pas sans risque, vous l'avez un petit peu dit, on va rentrer dans le détail. Notaires, banques, sociétés de crédit, tous les acteurs de l'économie papivore, si je puis dire, sont en train de basculer vers le tout numérique, ce qui pose de très sérieuses questions en matière de cybersécurité, par exemple, mais pas seulement. Écoutez cette assistante parlementaire interrogée tout à l'heure par Fabien Recker.
Aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas. Nous avons des adresses mail professionnelles, nous avons un intranet, un extranet, un e-bureau qui vient juste d'être lancé, qui a été refait au mois de juin. Si on n'avait pas confiance en ça, ça serait un petit peu compliqué de travailler dans la vie de tous les jours. Évidemment qu'il y aura toujours un doute, il y aura toujours une possibilité. Vous savez qu'en informatique, il n'y a jamais de faille. Julie Gomez, on est obligé de faire confiance, mais le risque existe. Il y a un problème sur les données confidentielles ? Bien sûr, et le principal risque, il est humain à la base. C'est l'humain qui va choisir telle ou telle offre de cloud parce que c'est joli, ça fait un beau mot business, etc. Sauf que le cloud, c'est juste un ordinateur, un serveur géré par quelqu'un qui est on ne sait où sur la planète, sauf si l'entreprise vous donne des garanties que vos serveurs sont en Europe, en France, etc. Donc ça, c'est le premier problème. L'autre problème, c'est l'humain qui va se tromper, qui va utiliser sa messagerie perso pour manipuler des documents professionnels et pas la messagerie professionnelle qui va être protégée selon certains standards. C'est l'humain qui va derrière ça. Moi, j'ai eu une anecdote avec un client il y a quelques années qui était hébergeur de données de santé, donc avec pas mal de données très confidentielles, avec des éléments pour rendre compte à la sécurité sociale, etc. Et il se trouve que le directeur, le DSI, a souscrit à une offre cloud, mailing, etc. pour les professionnels, sans se soucier des questions d'hébergement de données de santé. Et l'entreprise en question, qui était une mutuelle, a failli perdre son label d'hébergeur de données de santé. Donc ne pouvait plus travailler. Thibaut Turchet, vous faites oui de la tête. Vous y voyez aussi de gros risques à cette dématérialisation Oui, parce qu'on est tous concernés. Moi, en tant que travailleur dans une asso environnementale, évidemment, on a des données qui sont sensibles. Donc, j'apprends en même temps que j'écoute madame. C'est évident qu'il y a un risque au-delà de l'environnement, évidemment, sur ces données-là. Ouais. Et est-ce que la loi nous accompagne contre cela, contre ces risques et assure les choses, les données des particuliers ? Je pense qu'il y a toujours des risques quand on manipule des données nominatives. Je pense qu'il y en avait qui s'appliquaient quand les données étaient papier. Et elles existaient. Alors effectivement, on avait l'impression que de moins grosses quantités pouvaient fuir. Mais je rejoins ce que dit madame, les plus grands risques qui sont du point de vue de l'homme et de ce qu'il fait, pas forcément de l'informatique. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il faut s'adapter en fonction de l'évolution du circuit. Alors la loi, effectivement, elle essaye toujours d'accompagner les mouvements qui se forcent dans la manière de stocker. Ce que fait la CNIL, ce qu'elle vérifie, le nouveau règlement en matière de protection des données européennes qui a commencé à s'appliquer, qui va obliger par exemple à ce qu'à partir de 2018, mars 2018, on puisse répertorier, avoir une cartographie de ces données, comment on les protège, comment les gens qui posent des questions sur comment on a stocké des données leur concernant, ils pourront les modifier ou les enlever. La loi a toujours accompagné ce mouvement, mais c'est assez normal. Elle accompagne le mouvement, qu'il soit du passage d'une organisation manuelle à une organisation informatique ou d'une organisation informatique à une autre organisation informatique. Et il faut prendre d'autres dispositions à chaque fois et il faut toujours être en adéquation avec les nouvelles organisations, qu'elles soient, on va dire encore une fois, manuelles ou informatiques. Et les plus gros dangers, là je le rejoins vraiment, c'est expliquer, former, voir les dangers, et les expliquer aux informaticiens, les expliquer aux utilisateurs, comme vous dites, ne pas donner son mot de passe, c'est basique, faire attention à bien avoir des identifiants qui ne sont pas les mêmes dans les différents systèmes, enfin il y a toutes les précautions, comment mettre un mot de passe, comment ne pas le laisser traîner. Et comment retenir son mot de passe surtout, parce qu'à force on en a beaucoup, c'est un peu compliqué. Il y a la loi de programmation militaire aussi pour vous répondre, qui concerne, pas que les instances militaires, qui concerne ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'importance vitale pour la France. Donc ça peut être l'industrie du transport, ça peut être de la pétrochimie, ça peut être le bancaire, tout ce qui doit tenir debout en cas de guerre, conflit, cataclysme, etc. Et ces entreprises-là vont avoir des standards de sécurité qui vont être beaucoup plus élevés du fait du niveau de risque que des entreprises normales. Et par conséquent,
il y a toute une loi qui est en train de se mettre en place. Donc il y avait une première version de la LPM qui a été revue. La nouvelle version doit être mise en place pour 2019 si mes souvenirs sont bons. Et en ce moment, on travaille justement à mettre en place des cellules de crise en cas de grave attaque, à améliorer le niveau de sécurité de ces entreprises-là, qui petit à petit mettent en place tous ces standards. Alors il y a les problèmes de cybersécurité, puis il y a les questions écologiques. Moi j'ai découvert en préparant cette émission que c'était pas forcément écologique le zéro papier. Et justement, oui, je me tourne vers vous, Ronald Blunden, parce que les liseuses, par exemple, c'est très gourmand en énergie et c'est pas du tout écologique, si j'ai bien compris. Bien sûr. D'abord, le numérique, d'une façon générale, consomme pas mal d'énergie. D'abord, il y a l'énergie et les matières destinées à fabriquer la liseuse. Vous voulez dire la batterie, par exemple? La batterie, le lithium, les terres rares, le coltan, il y a un certain nombre d'entrants, si vous voulez, qui sont assez rares. Et d'ailleurs, ça va déclencher très vite des conflits, parce que, je veux dire, comme il y a une demande énorme au niveau mondial, et que ces matières premières sont en quantité limitée dans la nature, vous imaginez que les conflits sont nombreux. Ensuite, si vous voulez, il y a tout ce qui est les polymères, les métaux, les plastiques, le verre, etc. Donc, je veux dire, l'empreinte écologique de la fabrication d'une liseuse, par exemple, d'une tablette, est assez important. Quand on pense que, en moyenne, si vous voulez, le consommateur occidental en change tous les 2 ans, 2 ans et demi, ça a une empreinte considérable. Ensuite, vous avez le fait que les textes, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de livres, sont hébergés dans des data centers, et ces data centers sont très très gourmands en énergie. En particulier, évidemment, ils chauffent, et il faut les refroidir. Et donc, ils consomment énormément d'électricité dans les 2 sens. D'abord pour fonctionner, ce qui dégage de la chaleur, puis ensuite pour les refroidir. De plus en plus, les entreprises qui, justement, opèrent ces clouds essayent d'installer ces data centers le plus possible au nord, je veux dire, Alaska, Norvège, de façon à bénéficier de climat, disons, réfrigérant. Mais enfin, leur consommation est considérable. Pour les États-Unis, on dit qu'il y a au moins 5 centrales nucléaires qui sont consacrées uniquement à ça, c'est-à-dire dont la production équivaut à la consommation des data centers. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que tous, autant que nous sommes, nous rechargeons ces appareils, sinon tous les soirs, tous les 2 ou 3 jours. Et que ça aussi, ça consomme énormément d'énergie. Donc, je veux dire, vous avez l'aspect matière première et l'aspect énergétique qui fait que, je veux dire, cet aspect des choses doit être pris en compte. Mais alors moi, pardon, je vois un vrai paradoxe. On nous parle du zéro papier, de dématérialisation en espérant, en disant que c'est écologique, alors qu'on s'aperçoit qu'envoyer un mail, c'est pas du tout écologique. Stocker des données, c'est pas du tout écologique. C'est plus écologique d'envoyer une lettre papier, par exemple? Ça dépend de l'usage, ça dépend de à quoi se substitue le numérique. Ce que rappelle monsieur, c'est que rien qu'en termes énergétiques, le numérique, le digital aujourd'hui, c'est plus de 10% de l'électricité mondiale. Et c'est que l'électricité et tous les matériaux qui sont derrière. Un smartphone, c'est 60 matériaux. Donc quand on sait que la Chine a 90% des réserves de terres rares au monde, on imagine les questions géopolitiques qu'il y a derrière. Donc après, la question qu'il faut se poser, c'est en fait pourquoi est-ce qu'on utilise le dématérialisé? Aujourd'hui, en fait, on dit qu'on va beaucoup dématérialiser, mais il y a juste une question de gaspillage de papier. C'est au-delà de... Oui, mais dans la balance, ma question elle est là justement, dans la balance entre gaspiller beaucoup de papier, trop de papier peut-être, et utiliser, ce que disait monsieur, des matières très rares, du nucléaire, rechargement de batterie. Dans la balance, lequel est le moins ou le plus écologique? Ce que je peux vous donner, c'est une indication, c'est qu'on a fait des calculs qui ont quelques années, c'est à 5-6 ans, et il fallait en gros lire 60 à 70 livres numériques sur une liseuse pour que le bilan énergétique et donc le bilan écologique s'équilibre entre le papier et le numérique. D'accord. Et évidemment, peu de gens lisent 68 livres dans l'année. Thibaut Turchet. D'autant plus que la durée de vie des liseuses n'est pas forcément très élevée et de l'équipement électronique en général. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un transfert d'impact aujourd'hui du bois pour faire le papier, qui est une ressource renouvelable quand on la gère correctement, vers des ressources qui sont épuisables pour l'essentiel, les métaux, etc. Donc après, la question qu'il faut se poser, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on va utiliser quelque chose de numérique. Là, l'exemple des amendements est très intéressant parce qu'on sait que le Sénat, les assemblées produisent énormément de papier. Et là, c'est des dizaines de milliers de pages pour une seule loi.
Donc là, se dire, bon, on va équiper tous les sénateurs, tous les députés de tablettes, etc., il y a quelque chose d'intéressant. Après, est-ce que demain, il faut équiper tout un lycée, par exemple, de tablettes pour faire une économie de bouquins? Ça vous concerne aussi. Ça, je ne suis pas convaincu, parce qu'il y a un vrai usage qui, pour le coup, en plus, au-delà de l'éducation, est-ce qu'on veut vraiment tout dématérialiser, apprendre sur écran? C'est un autre sujet. Et puis, pardon, je vais soulever un autre paradoxe, mais on part à la chasse à la paperasse et au papier, dans les institutions, dans les bureaux, comme vous dites, et en même temps, je crois qu'on n'a jamais autant produit de cartons d'emballage qui là aussi sont du papier. On reste de très grands utilisateurs de papier, je ne me trompe pas. Alors la consommation de papier, je crois, baisse, ce dont se plaignent en France. Les industriels du recyclage, notamment, parce qu'ils travaillent là-dessus. Après, on a une grosse marge de progression sur le recyclage. Il y a déjà une marge sur la prévention, la réduction. On pourrait, dans certaines entreprises, largement réduire le papier. Demain, si on recycle 80-90% de notre papier carton, il y a aussi matière à moins aller chercher des ressources vierges donc de la forêt pour faire du papier. Je ne sais pas, on doit être peut-être moins de la moitié du recyclage du papier aujourd'hui, quand on voit des grands cabinets d'avocats ou boîtes tertiaires qui trient pas leur papier. McDonald's, on a lancé une campagne contre eux. C'est immense aussi sur le recyclage, la capacité à baisser l'impact en fait de ce secteur-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en fait, pardon, excusez-moi, je n'ai pas une seconde, c'est qu'il y a et donc en fait une hiérarchie du recyclage. Le papier blanc de bureau peut faire des livres. Des livres peuvent faire des magazines et des journaux, les journaux peuvent faire du carton. Et donc, vous avez plusieurs générations possibles d'utilisation en matière de recyclage. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de carton, c'est aussi parce qu'on recycle beaucoup. Régine Diani ? Je ne crois pas qu'on puisse comparer ce qu'on faisait avec du papier, puis qu'il faut se donner comme objectif de maintenant le faire de manière informatique. Je pense qu'il faut plutôt voir quels sont les usages dont on a besoin pour échanger, pour faire autre chose. Oui, mais il y a les enjeux écologiques. Oui, mais on fait autre chose. Quand quelque part, au lieu d'aller par exemple, je ne sais pas, dans une préfecture où il fallait qu'on se déplace, qu'on prenne sa voiture, qu'on fasse la queue, qu'on fasse des papiers qu'on remplissait pour obtenir je sais quoi, quel type de papier, que maintenant, quelque part, on le fait à partir d'un appareil qu'on a déjà chez soi pour autre chose, encore une fois, pas seulement pour ça, ou son smartphone, son téléphone, et qu'on va pouvoir le demander simplement et ensuite aller le retirer, on voit bien qu'il y a un gain. Et donc, quelque part, c'est plutôt l'ensemble des usages ou des services que quelque part on traite différemment, on traite mieux. C'est ça l'apport de l'informatique. On traite pas mieux en matière de sécurité. Par contre, quand on sert de son mobile ou du matériel personnel, je suis désolée, il y a des tas de soucis qui vont être liés à ça. La vraie question sur laquelle on se rassemble, c'est le comment on fait. Il y a un vrai point de comment on le fait en termes d'écologie, comment on essaye de passer à de la valorisation, etc. Et comment on fait en matière de sécurité. Parce que oui, effectivement, quand on reçoit des documents sur son smartphone, c'est facile, c'est pratique. Sauf que son smartphone, on a potentiellement des tas d'applications qui vont être malveillantes, qui vont faire fuiter vos données. Et ça va créer des vrais problèmes par la suite. Donc, on fait pas mieux pour l'instant. On peut faire autre chose. On peut faire mieux, mais en se posant la question du comment. Je suis d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que Madame soulève aussi un autre impact qui peut être positif du numérique, en l'occurrence les transports. Typiquement le transport aérien, dont on sait qu'il est extrêmement néfaste pour le climat. Demain, pourquoi est-ce que les entreprises multinationales, qui ont des bureaux un peu partout, n'utiliseraient pas des logiciels qui permettent déjà de dématérialiser les échanges, donc les transports. Et puis, alors il y a d'autres technologies, comme celles qui ont été utilisées pendant la campagne présidentielle, sont assez rigolote comme ça, mais intéressante pour les grandes entreprises qui utilisent l'avion à tort et à travers. Oui. Julie Gomez, une question sur ces données numériques que l'on stocke. Elles ont une durée de vie de combien exactement? Je pense par exemple à la question de l'archivage des documents essentiels, comme des textes de loi que l'on va archiver donc, de façon numérique et plus du tout en version papier. Alors, je suppose qu'au moins 10-15 ans, ça devrait encore fonctionner. Et dans 100 ans, et les historiens, ils travailleront sur quoi? Sur quels documents? Si les données numériques n'existent plus. C'est ce qu'on appelle la continuité d'activité, justement. L'idée étant de soit stocker en plusieurs fois, soit avoir des programmes pour de la copie qui peut se faire sur. Mais donc c'est possible. Sur le long terme, ça peut être possible si on prévoit. Nous, on stocke par exemple les factures.
Ce que je veux dire, encore une fois, je ne vais pas généraliser à toutes les données, parce que je prends un exemple qui quand même, où là, c'est l'État, sur une plateforme, c'est pas sur un cloud, c'est particulièrement sécurisé, avec une authentification assez forte pour tous les acteurs, donc il n'y a pas de risque sur ces données. Mais en plus, on les archive pour le compte des entreprises, pour le compte des collectivités, qui vont pouvoir, pendant 10 ans, 20 ans, venir les chercher dans des silos de stockage, où la Cour des comptes pourra venir les voir a posteriori, où vraiment on fait très attention. Alors dire que je résous tout de cette manière, ce serait excessif. L'État fait très attention, parce que, encore une fois, on ne peut pas rigoler, mais c'est vrai qu'on ne peut pas considérer maintenant la question de l'ubérisation, c'est qu'il y a beaucoup de tiers qui sont venus sur ce marché, justement en l'absence de services proposés par d'autres, parce qu'il y avait un vide, et quelque part qu'on maintenant stocké beaucoup de données dans des conditions qu'effectivement... Et puis il y a, avec cette arrivée de la dématérialisation, des nostalgiques aussi du papier qui se font entendre. On les a interrogés tout à l'heure. C'est réfractaire du zéro papier, c'est résistant au phénomène. Fabien Recker a pu interviewer quelques personnes tout à l'heure. Un livre peut être beau par son papier, par sa reliure. Pour moi, c'est un plaisir d'être entouré de livres. C'est un objet qui me rassure. C'est très rassurant d'avoir à la maison une bibliothèque, d'avoir des livres ici dans lesquels je peux puiser. Le livre, c'est ce qui va autour. Il y a déjà le toucher, il y a l'histoire, il y a la couverture. À la maison, j'en ai beaucoup. Je ne sais plus trop où les mettre, mais j'aime pas m'en séparer parce que je me dis éventuellement, je peux les lire à nouveau. Et puis, aux gens que j'aime, je leur dis, ah bah tiens, ça c'était pas mal. Si tu veux, je peux te le prêter, tu verras. C'est une belle histoire. Ronald Blunden, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Non, je ne vais pas dire le contraire. Je peux vous dire une chose, c'est que dans Le Monde d'hier, il y avait 2 articles. Il se trouve que c'est tout à fait une coïncidence. Le premier parlait de Kaspersky, qui est donc un des spécialistes mondiaux de l'antipiratage informatique, et qui est soupçonné d'avoir utilisé son logiciel pour pomper des informations chez ses clients et pour les refiler aux services de renseignement russes. Le plus drôle, et tout ça à la suite justement d'une maladresse individuelle. Donc ça coûte cher. Et le plus drôle, c'est qu'eux-mêmes, semble-t-il, ont été ensuite piratés par les services de renseignement israéliens, qui ont découvert par cette occasion qu'en fait la NSA avait été piratée par Kaspersky. Ce qui est quand même incroyable, parce que le NSA, c'est censé être le sommet de la pyramide en matière d'information informatique. Et le deuxième article dans Le Monde d'hier concernait le Codex Borbonicus, qui est donc un codex datant sans doute du XVIe siècle, aztèque, et imprimé, pas imprimé, évidemment, dessiné et peint sur du papier d'amat à base d'écorce de ficus battu. Il nous parvient aujourd'hui, il est en train d'être décrypté, on n'arrive pas à comprendre tout à fait ce qu'il dit. Mais c'est un document papier historique. Il est intact et il a 500 ans. Et a priori, la dématérialisation, est-ce qu'on va vers un monde sans papier? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable même? Thibaut Turchet. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, enfin, tout est possible, même si la technologie n'est pas en mesure de tout résoudre. Il y a aussi un mythe à déconstruire sur le numérique. Est-ce qu'on va réussir à résoudre toutes les crises qui se présentent à nous en s'en sortant par le haut via la technologie? Nous, on n'est pas convaincus. C'est clair qu'en tout cas, le petit micro-trottoir que vous avez fait reflète des vraies questions sociologiques, psychologiques. Des gens, il y a un côté culturel. On n'a pas envie de tourner la page du livre. Regardez, moi, j'en ai un sur ce. J'ai du papier, j'ai des livres et on y tient, même les agendas papier. Bien sûr. D'autant plus que l'exemple de la liseuse est très intéressant parce qu'il diffère un petit peu de l'ordinateur où aujourd'hui on est tous équipés pour beaucoup d'usages. On a un ordi portable pour travailler, échanger, enfin, on fait beaucoup de choses avec. La liseuse, c'est un usage très exclusif de lire des bouquins. Or, aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de besoin, en tout cas c'est mon avis, de cette technologie-là pour continuer à lire un bouquin, d'autant plus que, alors cette personne se plaignait d'avoir beaucoup de livres chez elle, donc beaucoup de papier à l'échelle d'une société. Bon, il y a aujourd'hui des bibliothèques où les bouquins sont gratuits. Je pense que Les Misérables, il y en a assez dans les coffres-forts des gens pour que le monde entier le lise sans plus jamais les réimprimer. Il nous reste moins d'1 minute pour conclure, Julie Gomez. Oui, attention à la mise de côté de certaines personnes. Si on passe au tout numérique, vous aurez forcément des exclus qui n'ont pas accès à Internet. Les anciennes générations, par exemple? Les anciennes générations aussi, mais pas que des gens qui vont être les plus pauvres. Aujourd'hui, il n'y a plus trop en France de cybercafés. Donc il faut forcément avoir l'ordinateur et des accès à Internet. Régine Diani. Pour moi, ce qu'il faut, c'est simplifier la vie des gens. Et il faut la sécuriser.
également, c'est un objectif. Ça ne veut pas dire dématérialiser, ça veut dire rendre des usages de manière plus souple. Oui, ne pas chercher la dématérialisation à tout prix, mais chercher la simplification de la simplification des procédures et la sécurisation. Simplification, sécurisation. Je pense qu'il faut bien les mettre ensemble, c'est très important. Et d'ailleurs, notre discussion, je pense, en témoigne. Eh ben, on va rester là-dessus. Merci à tous les cas d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexandre Malafaille à Benjamin Correa. Nous allons notamment revenir sur la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en septembre, la plus importante baisse du chômage enregistrée depuis 2001. Est-ce que tout le monde en profite? Pas si sûr. Nous poserons la question à nos invités dans un instant. Mais d'abord, un point chiffré avec Jérôme Bonnard. 64 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en moins en septembre, soit moins 1,8%. De quoi faire rêver tout gouvernement en lutte contre le chômage. Pourtant, l'exécutif ne commande plus ces chiffres de Pôle emploi. Aussi spectaculaire soit-il, il reste volatile et trop éloigné des données officielles de l'INSEE définies par le Bureau international du travail. Explication. Il faut d'abord toujours se méfier des chiffres mensuels. Il faut toujours essayer d'avoir au moins une moyenne sur un trimestre, voire sur un semestre pour avoir une tendance. Et donc rappeler que cette baisse, certes historique, du mois de septembre faisait suite à une double hausse au cours des mois précédents. Et donc si on additionne finalement les 3 mois, on s'aperçoit qu'on est sur une très légère baisse du chômage. Moins 0,2% exactement, alors qu'en réalité, le marché du travail français s'améliore depuis 2015, avec notamment 140 000 chômeurs en moins depuis l'an passé, à la même époque. Alors pourquoi les chiffres de Pôle emploi sont-ils si différents? Aujourd'hui, les statistiques de Pôle emploi peuvent aussi refléter d'autres événements que des événements économiques. Ça peut être des décisions administratives, de changement de mesures, ça peut être des décisions de nettoyage de fichiers plus ou moins importants d'un mois sur l'autre. Attention enfin à tenir compte dans les mois à venir d'une autre donnée de taille, la suppression de près de 200 000 emplois aidés pour 2018. Et avec nous sur ce plateau pour ce match des idées, Alexandre Malafaille, bonsoir, fondateur du think tank Sinopia et chroniqueur à l'Opinion. Benjamin Correa, bonsoir à vous également et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, membre des économistes atterrés et auteur de Changer d'avenir, réinventer le travail et le modèle économique. Ces chiffres du chômage, j'imagine que vous avez regardé cela de près. Est-ce que pour vous c'est un premier pas vers un avenir plus rose sur le front du chômage ou est-ce que vous y voyez déjà et même surtout des limites? J'y vois d'abord que si finalement on avait respecté les institutions avec le septennat, il n'est pas impossible que finalement François Hollande, c'est un petit clin d'œil, ait peut-être été élu en 2019, puisqu'on aurait eu des élections présidentielles en 2019. Bon, après, voilà, j'ai entendu ce matin M. Castaner sur une grande chaîne de radio, j'ai entendu qui voyait là l'impact des décisions du gouvernement et de la politique d'Emmanuel Macron. On l'entendra dans un instant. Voilà. Mais il y a un point qui est intéressant quand même, c'est que sur les contrats à durée indéterminée, sur le mois de septembre, il y a un frémissement sensible. C'est-à-dire qu'il y a plus de contrats indéterminés qui ont été signés en septembre que depuis, je crois, une dizaine d'années. Donc ça, c'est un point intéressant. C'est peut-être effectivement l'impact des ordonnances où les chefs d'entreprise se sont dit, bon, ok, il se passe quelque chose, le code du travail s'assouplit un petit peu, la prise de risque liée à l'embauche est peut-être effectivement réduite, donc je prends la décision de créer un CDI. Peut-être faudra-t-il voir ça dans la durée, ça c'est clair. Mais sur le fond de ces chiffres du chômage, il faut rester très prudent. On parle comme d'un chômage de masse. Et structurel. Extrêmement structurel, qui touche évidemment des gens qui sont au chômage depuis très longtemps, parce que globalement, les chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'1 an, eux, ne sont pas du tout les bénéficiaires de cette baisse. Les seniors ne sont pas du tout les bénéficiaires. Et moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, on aille chercher finalement d'autres types d'indicateurs, parce que comme on sait que le marché de l'emploi s'est profondément déstructuré ces dernières années, parce qu'on a beaucoup d'emplois en CDD, beaucoup d'emplois en CDI, beaucoup intérimaires et autres, je pense que ce serait intéressant d'aller chercher un indicateur plus pertinent qui est en fait le taux de précarité, de voir comment cet indicateur-là évolue, parce que c'est celui-là aujourd'hui qui touche le plus grand nombre de Français et qui me paraît être celui qui serait peut-être le plus pertinent. Benjamin Correa. Écoutez, je pense aussi qu'il faut rester très prudent. Bon, d'abord que le chômage diminue, on peut que s'en réjouir. Bon, c'est aussi en cohérence, si je peux dire, ce chiffre avec l'idée que la croissance va un petit peu mieux et que les prévisions de croissance sont meilleures, même si les prévisions pour la France et les résultats pour la France sont inférieurs à la moyenne européenne. Il faut quand même le rappeler, ça. Bon, donc,
Voilà, c'est plutôt pas surprenant, si je peux dire. Hein. C'est en phase avec ce qu'on attendait. Maintenant, je crois qu'il ne faut vraiment pas se précipiter pour des tas de raisons. La première, c'est que c'est une hausse qui vient après 2 mois de baisse. Et donc, forcément, c'est un espèce de rebond qui est plus significatif en termes purement statistiques. Ensuite, les vrais fondamentaux du chômage, hein, c'est-à-dire le chômage de longue durée, le chômage des seniors, etc., n'est quasiment pas touché. Donc, ça touche la crème qui est la plus fluctuante et la plus sensible à la conjoncture. Tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. Hein. Les jeunes. C'est déjà ça de moins. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est très tôt pour se faire une idée des changements. L'idée de l'indicateur de précarité est une idée tout à fait forte. Oui, oui, bien sûr, parce que je veux dire, de différents côtés, c'est un des reproches qu'on fait à la politique qui a été menée aussi bien par Hollande que par Macron, c'est de dire, OK, on va peut-être arriver à créer des emplois, mais ça sera des mauvais emplois. Et dans quelles conditions? Voilà, les mini-jobs et les mini-salaires. C'est ça. Donc, il faut savoir si c'est ça aussi ou pas. Je ne dis pas que c'est ça, mais il faut le savoir. Et puis, le dernier point, c'est ce qui a été d'ailleurs dit dans votre introduction, c'est dans la mesure où on va avoir quand même l'arrêt des contrats aidés, quel effet ça va avoir sur les chiffres d'ensemble sur 6 mois ou sur 9 mois. Voilà, donc pour le moment, il faut rester très, très prudent. Et puis il y a la question de l'indemnisation des chômeurs. Ce matin, Christophe Castaner, invité de RTL, a semé un peu le doute. Je vous propose de l'écouter, on va en parler juste après. Est-ce que le niveau d'indemnisation risque de baisser? Non, ça n'est pas l'objectif, mais il faut tout mettre sur la table. L'objectif de la discussion qui est pilotée aujourd'hui par Muriel Pénicaud, c'est sur la formation, sur l'apprentissage, comme sur le droit au chômage, de faire en sorte qu'on puisse créer des droits nouveaux, mais aussi des devoirs nouveaux. Vous voyez, il dit plusieurs choses. Hein. Il dit non, ce n'est pas l'objectif, mais il ne dit pas que ça ne se fera pas. Il est un petit peu... Il dit on peut tout mettre sur la table, sous-entendu, il n'y a pas de tabou. Comment vous comprenez cela? Est-ce que ça veut dire qu'on va vers une baisse des indemnisations des demandeurs d'emploi ou voire une suppression des indemnisations des chômeurs? Je pense que l'équation doit être compliquée à régler parce que vous avez d'un côté le déficit du système assurantiel et de l'autre côté le taux de chômage qui est ce qu'il est. Donc si on garde ce nombre très important de chômeurs, c'est vrai que ça donne moins de moyens pour pouvoir les indemniser dans la durée. Si on a une bonne nouvelle ou une série de bonnes nouvelles qui se confirment dans la durée sur le chômage, ça donnera peut-être effectivement plus de souplesse pour le gouvernement pour justement ne pas aller vers une réduction trop importante de la période de chômage. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réalités économiques qui sont celles-là, je pense qu'en tout cas des comptes de l'assurance chômage, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'effectivement le gouvernement mette volontairement tout sur la table. Et à la limite, ils le font très en amont parce que de toute façon, comme ils lancent les négociations avec les partenaires sociaux, ils le font un petit peu comme finalement l'a fait Emmanuel Macron quand il a lancé les négociations sur les ordonnances loi travail avec les partenaires sociaux. Ils ont commencé par tout mettre sur la table. Puis après, les partenaires sociaux ont été vus les uns après les autres, ont posé leur ligne rouge, leur totem, et ça a balisé le chemin. Je pense que c'est un peu le même type de discussion qui va s'opérer. Et je précise que l'UNEDIC a confirmé cet après-midi le déficit de l'indemnisation chômage. Vous croyez qu'il y a des doutes sur cette indemnisation de chômeurs? Écoutez, oui, moi je pense qu'il y a quelques motifs de s'inquiéter. Je vais dire pourquoi. La première raison, c'est que vous vous rappelez que quand on avait lancé la deuxième loi travail, on nous expliquait qu'on allait faire de la flexicurité, de la flexibilité d'un côté, de la sécurité de l'autre, etc. Et puis le résultat des courses, c'est uniquement de la flexibilité, à tel point qu'ils ont été obligés de l'admettre, et qu'ils ont annoncé que la sécurité, ça serait après, dans les lois sur la formation professionnelle. Du coup, vous n'avez plus confiance? Plus du tout. Alors là, je vous le dis très franchement, je vais même au-delà. C'est-à-dire, je pense que c'est même plus un problème de confiance. Je pense qu'il y a un projet néolibéral, il est en train de se mettre en place, assez durement même, si vous voulez mon avis, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Donc je pense que il y a lieu de s'inquiéter pour cette raison-là, parce qu'il y a un déficit, parce que Macron s'est avancé de manière extrêmement téméraire sur l'idée qu'il allait créer une indemnisation du chômage, même en cas de démission volontaire, si je peux dire, et que les premiers chiffrages qui apparaissent sont gigantesques. Donc, il a déjà dressé des contre-feux. Hein. L'idée, ça va être pour les gens qui ont un projet, etc., ce qui n'était pas du tout ce avec quoi il a gagné la campagne électorale. Mais ça veut bien dire quand même que, il va falloir faire quelque chose.
de ce côté-là, qui va coûter davantage d'argent. Et les ressources ne sont pas infinies. Comme de surcroît, c'est mon dernier point, sur l'assurance chômage, l'État a l'intention de prendre la main, puisqu'il s'agit d'écarter au moins en partie les partenaires sociaux au prétexte que c'est l'État qui garantit la dette, je pense qu'ils ne prennent pas la main pour se montrer plus généreux. Donc voilà, moi j'ai quelques inquiétudes, oui. Alors, autre point de débat ce soir, c'est la directive sur les travailleurs détachés. Un problème vieux de 20 ans. Les ministres de l'Union européenne sont parvenus à un accord sur la réforme. Pourtant, ce n'était pas gagné, il faut bien le dire. Est-ce la victoire d'Emmanuel Macron? Avant de vous demander votre avis à vous, écoutez Benjamin Griveaux, qui lui, bien sûr, en est convaincu. Aujourd'hui, vous pouviez détacher 2 ans, demain ce sera 12 mois. Ce sera à travail égal, un salaire égal. Ça, le principe était acquis avant l'été par la Commission européenne. Vous savez, les principes toujours acquis, c'est toujours mieux quand les choses sont réellement actées et que c'est voté. Il y a donc eu un travail de conviction, c'est un pas important pour l'Europe sociale, pour la construction d'une Europe de la protection, et on doit ça à l'engagement absolu du président de la République sur ce sujet. Je crois qu'on peut s'en féliciter, c'est une avancée. Allez, je change un peu, je commence par vous, Benjamin Correa, puisque Ouais. vous commentez, vous riez en écoutant Benjamin. Oui, je ris parce que c'est je pas trouve- une victoire signée Emmanuel Macron. Oh, pas du tout, parce que je trouve que c'est de la pure com, ce qui a été dit, puis c'est d'un mauvais communicant. C'est-à-dire, c'est vraiment le communicant basique, etc. Parce que pratiquement tout est faux. Pratiquement tout est faux. Alors, c'est signé, c'est un accord, etc. Non, pas du tout. C'est une proposition des chefs d'État qui doit être transformée en directive, qui doit ensuite être approuvée par le Parlement. Et tout ça, au plus tôt, nous amène à 2022. Donc il n'y a absolument rien de fait. Et dans le parcours, il peut se passer des tonnes de choses. Premier point. Deuxième point. On nous explique, avant c'était 2 ans, maintenant c'est 1 an, etc. Bon, donc c'est faux aussi, puisque l'idée, ben oui, l'idée c'est que on va probablement passer à 18 mois avec une possibilité de rallongement. Mais le fond de la question, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, c'est que la durée moyenne des contrats, c'est 4 mois. Donc je veux dire qu'on passe de 12 Donc à 18 on ne règle mois. rien. Comment? On ne règle rien, donc. Ah, on règle absolument rien. L'idée du travail égal, salaire égal, vous êtes une femme, ça devrait vous faire sourire, parce que c'est absolument pas respecté, y compris pour les nationaux. Alors vous imaginez, ne serait-ce que pour parler des différences de genre, hein. Alors vous imaginez qu'on va le faire pour les travailleurs polonais, tchèques, lettoniens, etc. Bon, donc, si vous voulez, c'est une belle opération de com. Dernier point, dire c'est grâce à l'engagement du président Macron. Valls, hein, pour qui, comme vous l'imaginez, j'ai pas une sympathie débordante, Valls avait menacé de mettre la désobéissance de la France dans la balance, dans cette histoire-là. Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Et enfin, tout dernier point, si vous regardez les propositions qui sont faites par le Parlement européen sur ce sujet, par certains côtés, elles sont plus avancées que celles sur laquelle Macron a mandaté sa délégation. Par exemple, le Parlement européen demandait à ce que la circulaire, enfin, ou la directive, quand elle sera prise, soit effective dans 2 ans. Et là, on a signé pour 2022. Enfin, dernier point, je rajoute, le transport est exclu de l'affaire, les routiers, et c'est le gros des... Voilà. C'était l'un des gros points Donc c'est un noirs. très mauvais communicant, Griveaux. Je crois qu'ils ont bien fait de choisir Castaner. La question des transports n'est pas réglée, elle est toujours sur la table, elle sera traitée en 2018, elle était forcément plus compliquée à appréhender. Bon, cela dit, Emmanuel Macron découvre la fameuse, et met à l'épreuve la fameuse formule de Gambetta, hein, qui est la politique, c'est l'art du possible. Donc là, il découvre effectivement l'art du possible. Il est parti, la fleur au fusil, il y a 2 mois en disant on va arriver à un accord important. En fait, l'idée, c'était de corriger les dévoiements de la directive travailleurs détachés. Ils ont corrigé quelques dévoiements. Voilà, quelques dévoiements. Alors, Donc cela dit, vous non plus, vous n'y voyez pas un grand succès signé Emmanuel Macron. Je pense que sur le processus d'adoption, ce sera plus facile parce que pour le coup, c'est une directive et l'accord qui a été passé hier entre les ministres va sans doute assez facilement se transposer et le vote au Parlement viendra. J'ai pas trop de doute par rapport à ça. Mais on est bien sûr sur 2022 et on est sur une partie du problème et évidemment avec, vous l'avez dit assez justement, toute une série de dispositifs qui ne traitent pas la problématique de fond. Cela dit, on est quand même sur un processus quand même qui a la volonté d'être une harmonisation, de monter vers une forme d'harmonisation. Donc il faut quand même s'en réjouir. Ils ont accompli hier finalement le pas qu'il était possible d'accomplir compte tenu des positions des uns et des autres. Et ce progrès-là, il faut le prendre comme tel parce que malgré tout, c'est un message qu'on peut envoyer aux opinions. C'est quand même du concret parce que pour toute une série de travailleurs, ça aura des répercussions. Alors on est dans un petit mieux-disant, mais un tout petit mieux-disant. Évidemment, il faut aller beaucoup plus loin, mais c'est un chantier à 20 ans. Il faudrait à terme avoir un système d'indemnisation, de cotisation sociale, salariale, retraite et autres dans le pays dans lequel on travaille, mais et pour après bien sûr en bénéficier en matière de
de retraite ou d'assurance chômage les années plus tard quand on en aurait besoin. C'est un chantier considérable, mais je trouve que quand même on a une avancée. Elle crée une dynamique politique, elle montre que la France est aux affaires, que cet aspect-là est aussi pris en considération, et quand même quelque part, voilà, il y a un petit progrès social qu'il faut saluer. En quelques secondes, j'ai un dernier point à aborder avec vous. Je vais rajouter juste un élément qui est très important, c'est que quand la circulaire la directive a été prise en 96, il y avait 15 pays en Europe et les niveaux des disparités de salaire étaient absolument pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 28 pays et la majorité de ceux qui ont été intégrés, c'est des pays à très bas salaire, etc. Donc, on est peut-être à peine revenu à la situation de 96. À voir, parce que comme ça s'est considérablement distendu depuis, on a tout juste au mieux, hein, je suis même dubitatif là-dessus. Voilà, c'est pour dire qu'on fait vraiment beaucoup de com sur un résultat très maigre. Et sur un problème qui n'est pas non plus un problème d'ampleur majeure, ça concerne des petites quantités effectivement de salariés. Et d'une certaine manière, ça profite aussi aux Français, puisque on a aussi un quota important de Français qui bénéficient des dispositifs de travailleurs détachés et donc qui ont cette libre circulation en Europe pour pouvoir effectivement aller dans le cadre de mission. Donc d'une certaine manière, voilà, il ne faut pas dramatiser, c'est un petit plus, ça pourrait être beaucoup mieux, mais on est 28. Dernier point que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est cet accord sur le CETA, cet accord de libre-échange avec le Canada qui reste décidément une épine dans le pied du gouvernement. Édouard Philippe a présenté son plan d'action en Conseil des ministres pour encadrer ce texte. Nicolas Hulot l'a fait savoir cet après-midi. Il s'engage à mettre en place, je cite, un veto climatique. On verra dans les jours qui viennent ce que ça signifie réellement. Mais un bras de fer s'est engagé entre les pros et les anti-CETA. Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, sur notre antenne, sur Public Sénat, propose même un référendum. Je vous rappelle que pendant la campagne, j'avais posé la question du CETA lors d'un débat. Et Emmanuel Macron, avec habileté, avait dit « je ferai une commission parce qu'il faut remettre tout à plat ». Il y a eu la commission. La commission a dit « ce traité est mauvais pour la France, pour nos agriculteurs, pour notre alimentation ». Complètement contradictoire au traité de Paris sur l'environnement. Attendez la suite. Et M. Macron a dit on le vote. Il est adopté. Eh bien, je demande un référendum. Benjamin Goria, qu'est-ce qu'on peut en penser de cette idée du référendum? Ça parle aux gens, le CETA? Écoutez, je ne sais pas si ça parle aux gens, mais ça devrait. Hein, ça devrait parce qu'il y a toute une série de choses qui sont là derrière. Hein. Il y a non seulement des choses qui concernent le climat, donc ça ne sert à rien presque d'avoir fait la COP 21, parce que c'est un accord antérieur à la COP 21. Il n'y a absolument rien qui prévoit de limiter l'exportation des schistes bitumineux ou des produits liés aux schistes bitumineux, c'est-à-dire un peu un cataclysme quand même en matière de climat. C'est extrêmement régressif en matière de normes sociales, parce que c'est ça le problème du CETA. C'est pour ça que ça devrait parler aux gens. C'est pas un accord de libre-échange classique où on parle seulement de prix. C'est un accord dans lequel on se met d'accord sur les normes, sur la réglementation. Il va y avoir un comité pour la réglementation, etc. Et donc, l'impact... Allez, je vais le dire le mot. L'impact, il touche des aspects civilisationnels. Il touche des choix de société qui ne sont pas les mêmes. Sur les OGM, sur les porcs à la javel. Ils sont exclus, ils ne vont pas rentrer. On n'a aucun problème par rapport aux OGM, aux porcs à la javel. Non, parce que il y a théoriquement des dispositions qui permettent une séparation des deux, mais les conditions dans lesquelles ça va être appliqué, on n'a strictement aucune garantie. Bon, enfin, dernier point sur lequel je veux insister, c'est pour ça que je pense que c'est très sérieux, c'est le tribunal des conflits et la possibilité donnée aux entreprises sur différents sujets, en particulier sur les politiques publiques, et pourquoi pas sur le climat. C'est pour ça que Hulot sort de sa boîte et qu'il nous dit « vous inquiétez pas, il y aura un veto climat ». Donc, la possibilité pour les entreprises d'attaquer les dispositions prises par le gouvernement. Uniquement quand ça aurait été ratifié, pour le coup, par les parlements. Voilà, pour l'instant, c'est pas en vigueur. Donc il faut attendre quand même la ratification par le Parlement. Là, vous êtes très, très confiant. Hein, parce il y a 28 pays qui devront ratifier. Non, pas du tout. Pour le moment, grâce à des dispositions particulières du traité européen, quasiment 80% du traité s'applique par anticipation. Pas sur l'arbitrage. Oui, d'accord, pas sur l'arbitrage, mais sur l'arbitrage, si le traité est ratifié, il ne peut être ratifié... 28 pays. Oui, mais sinon il n'y a plus de traité alors, de quoi on parle? Alors on peut renégocier cet aspect-là.
Non. Enfin, moi, je suis très puisque vous dites de quoi parlons-nous, j'aimerais quand même à un moment donné qu'on ramène les choses à leur juste valeur. Alors, parce qu'il y a effectivement une culture totalement défensive que vous défendez. Il y a aussi une vision un peu offensive qui est de dire, après tout, ça nous profite aussi. Et maintenant, quand on ramène l'enjeu dans sa juste réalité, de quoi parlons-nous? Globalement, les échanges entre l'Union européenne et le Canada, c'est quoi? C'est 50 milliards de dollars d'exportation de l'UE vers le Canada, et c'est une quarantaine de milliards d'UE d'importation. On est sur ce type de volume. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, c'est 16 000 milliards, donc il faut quand même un tout petit peu relever les enjeux, et on espère peut-être 20% de croissance du flux d'échanges. Donc on est sur des marges de manœuvre qui sont relatives et sur un enjeu qui est petit. Il n'y a absolument rien de civilisationnel dans le projet qui est là. Et c'est une opportunité pour l'Union européenne pour aller faire du business au Canada. Donc je crois qu'il faut s'en satisfaire. Il est bien encadré, il est beaucoup mieux encadré qu'il n'y paraît. Là, dommage qu'il ne reste pas de temps, mais là on a un point de désaccord fondamental. Absolument. Parce que ce qui est important dans le CETA, c'est pas du tout les dimensions quantitatives dont vous parliez. On est parfaitement d'accord avec ça. Ce qui est important dans le CETA, c'est ce qu'on appelle des accords de troisième génération, et c'est donc des accords dans lesquels interviennent des questions relatives aux normes, à la réglementation, et donc à des choix de société qu'on cherche à harmoniser. C'est pour ça que c'est des accords tout à fait particulier. Et je crois qu'on se refera un match des idées sur le sujet. Merci à tous les deux. Je me disais que vous aviez été trop d'accord dans ce match des idées. C'était sur la fin. Merci infiniment. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Paul François. Il est agriculteur. Il vient nous présenter son livre, Un paysan contre Monsanto. Il va nous parler d'un combat qu'il mène depuis près de 15 ans contre la multinationale américaine. On va commencer par lui demander ce qu'il pense des déclarations de Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, ce matin sur France Inter, qui est revenu sur le glyphosate et sur Monsanto. Si on l'interdit de façon brutale demain, on remet en cause tout ce qui a mis en place l'agroécologie. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la couverture des sols. Aujourd'hui, on arrive à utiliser 1 litre de glyphosate par hectare. Et c'est nécessaire aujourd'hui, quand on fait la couverture des sols, d'utiliser un peu de glyphosate pour, je dirais, finir de tuer les mauvaises herbes. Les lobbies ne sont pas devant mon bureau. Lorsque j'étais parlementaire pendant 5 ans, je ne les ai jamais reçus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne les reçois pas parce que je n'ai pas à le faire. Et ici, au ministère, je n'ai pas à le faire non plus. Je ne connais pas les gens qui travaillent, qui traitent de chez Monsanto. Je ne les connais pas. Je ne les vois pas et je ne les recevrai pas. Moi, je suis au ministère de l'Agriculture. Je gère aujourd'hui ce beau ministère. J'essaie de faire en sorte de monter l'agriculture française en gamme. J'essaie de faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail et qu'on soit aussi très précautionneux sur leur santé. Et je mets tous les moyens en œuvre pour parvenir à ce résultat. Faire réagir dans cet entretien Paul François, qui est notre invité ce soir. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes agriculteur en Charente. Vous publiez avec Anne-Laure Barret, grand reporter au JDD, ce livre, Un paysan contre Monsanto, chez Fayard. Vous allez nous raconter votre expérience, votre combat dans un instant, mais j'aimerais vraiment que vous réagissiez à ces propos du ministre de l'Agriculture. Il nous dit, les gens qui travaillent pour Monsanto, je ne les connais pas, je ne les reçois pas. Vous le croyez ? Alors, je ne connais pas notre ministre de l'Agriculture. Stéphane Travert. Je ne le connais pas personnellement. Ce que je sais, c'est qu'en tous les cas, il ne nous a pas reçu, nous, association Phytovictimes, parce que je suis aussi président d'une association qui défend les victimes des pesticides. Et je trouve dommage, alors que Bruno Le Maire, en son temps, et Stéphane Le Foll avaient accueilli et ont travaillé avec l'association Phytovictimes. Ça fait plusieurs fois qu'on relance le nouveau ministre de l'Agriculture. Il n'a toujours pas reçu l'association Phytovictimes. Et là, j'ai cru entendre qu'il disait qu'il voulait prendre soin de la santé des agriculteurs. Je suis un peu surpris de l'entendre parce que s'il veut écouter les problèmes de santé des agriculteurs, la moindre des choses, c'est de recevoir cette association que je représente, car nous sommes les seuls à parler du problème de santé des agriculteurs liés aux pesticides. Et il nous dit aussi, si on interdit de façon brutale le glyphosate, on remet en cause l'agroécologie, c'est faux ? Alors, c'est un débat. En tous les cas, si on interdit le glyphosate, brutalement, je vais redire ce que je dis depuis quelques jours. Si on l'interdit effectivement au 1er janvier, on ne va rien résoudre sur la santé des agriculteurs, que je représente avant tout, des riverains et des consommateurs. En quelques mots, pourquoi ? Tout simplement que au moment où on le retire, si on ne propose pas d'alternative de façon agronomique et non pas remplacer une molécule par une autre, grand nombre d'agriculteurs vont remplacer cette molécule par d'autres qui sont largement aussi dangereuses que le glyphosate, voire plus, et qui vont impacter leur santé, impacter celle des riverains et le consommateur. Donc oui, il faut le retirer, pour moi, s'il n'y a aucun doute, mais en 2 à 3 ans. 3 ans me paraît un grand maximum. Il y a urgence, mais si on veut vraiment prendre en compte que c'est un produit qui a un impact sur la santé publique, parce que ça, je crois que c'est plus contestable maintenant, eh bien, il faut aller de façon rapide. Et entendre dire le ministre de l'Agriculture qu'aujourd'hui, c'est
ce produit est indispensable pour le développement de notre agriculture, pardonnez-moi de vous dire, il n'est pas agriculteur, et c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agriculteurs qui, depuis des années, n'utilisent plus, je ne parle pas forcément de production bio, il y a des agriculteurs, et j'en fais partie, qui n'utilisent plus de glyphosate et qui s'en sortent très bien. Ce sont d'autres techniques, c'est un autre travail. Il faut faire un travail pédagogique auprès des agriculteurs pour comprendre que ce produit Et les les met en former, danger. peut-être. Et les former, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut un accompagnement. Du coup, la Commission européenne qui a reporté à une date ultérieure sa décision sur le glyphosate, comment vous l'interprétez ? C'est parce qu'il y a un malaise ? C'est parce que c'est compliqué ? Parce que c'est 5 milliards de chiffre d'affaires pour la société Monsanto. Ça remet en cause aussi des systèmes de production en Europe, voire dans d'autres pays. Il faut aussi en prendre conscience. Je ne veux pas défendre Monsanto. J'ai reçu des messages assassins pour me dire que je serais le porte-parole. En fin de compte, je serais une taupe de Monsanto. Si vous lisez mon livre, ça fait quand même 10 ans que c'est pas du tout le cas. Simplement, à un moment donné, il faut raison garder et prendre les bonnes décisions. Oui, cette firme est au courant du danger du glyphosate. Oui, ce produit, il faut le retirer, mais il faut le faire de façon intelligente et non pas unilatéralement. Alors justement, j'aimerais que vous nous racontiez votre histoire. Vous, c'est un produit de Monsanto qui vous a intoxiqué, l'Asso, un herbicide, pas un pesticide. C'était le 27 avril 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement, j'ai fait mon travail, à savoir de vérifier le nettoyage d'une cuve, la cuve embarquée sur l'engin agricole qui nous sert à faire les épandages des produits phytosanitaires. En l'occurrence, ce jour-là, c'était du Lasso. Et je ne me suis pas méfié, la cuve n'était pas vide alors que je pensais qu'elle était vide. Le fait de chaleur a fait que ce produit est devenu un gaz. Et au moment où j'ai ouvert la cuve, ce gaz, je l'ai inhalé, il m'a brûlé tout le corps et ça a entraîné des problèmes de santé. Vous avez passé près d'un an à l'hôpital ? J'ai passé près d'un an à l'hôpital. Quelques jours dans le coma ? Au départ, quelques jours et ensuite, quelques mois après, j'ai été hospitalisé pour plus de 5 mois, c'est ce que je raconte dans le livre. Et le premier combat a été de faire comprendre aux médecins ou d'essayer de réfléchir avec eux que c'était peut-être cette intoxication qui avait provoqué tous ces problèmes de santé. Et alors, vous allez déposer plainte. Et là, vous dites que vous avez dû faire face à une guérilla judiciaire menée par Monsanto. Vous dites, j'ai été sali, calomnié, on a cherché à me faire passer pour un fou, un drogué. C'est Monsanto ? Non. Alors, dans un premier temps, c'est pas attention à ce que l'on dit. C'est plutôt le corps médical, à un moment donné, qui a évoqué que je me droguais avec ce produit. C'est pas Monsanto. Bien sûr, Monsanto, après, les avocats ont fait allusion, mais ce ne sont pas les avocats de Monsanto qui ont insinué cette chose-là. Par contre, ce qu'ont bien exercé les avocats de Monsanto, c'est une pression sur moi, c'est-à-dire sur moi et ma famille, de dénigrement, en expliquant que tout ça, c'est une machination, une fabulation de ma part. J'en parle, des gens me disent, ce livre, c'est un thriller. C'est pas un thriller, c'est la vérité. C'est quelque chose qu'on a vécu, c'est pas une fiction. Et donc, Monsanto, en permanence, exerçait cette pression morale sur ma famille et moi, à tel point que même après la première décision, parce que Monsanto a été condamné en février 2012 pour la première fois, et même après cette décision, en attendant la procédure en appel, j'avais pris la décision, j'avais réfléchi fortement à stopper la procédure. Parce que c'était invivable. C'est une pression qu'on ne s'imagine pas. D'abord, ça m'épuise moralement et ça m'épuise financièrement. Monsanto a des moyens colossaux. Évidemment. Moi, c'est le pot de terre contre le pot de fer. C'est le pot de terre contre le pot de fer et ils n'ont pas les mêmes moyens. Vous en êtes où aujourd'hui ? Parce qu'en 2015, vous avez obtenu une victoire. Il y a eu une décision en appel qui vous a été favorable. Et là, la Cour de cassation vient, en juillet dernier, c'est ça, de casser la décision de la Cour d'appel de Lyon ? Au moment, et pas pour faire... Voilà, c'est pas être pour faire pleurer, mais au moment où ils ont pris cette décision, c'est qu'en plus, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital pour des conséquences de mon intoxication. Vous la prenez par téléphone avec votre avocat ? Je la prends par téléphone avec mon avocat qui voulait me ménager, mais je connaissais cette date et il me dit, voilà, il va falloir retourner devant la Cour d'appel parce que la Cour de cassation estime que nous avons fait condamner Monsanto pour un défaut d'information sur l'étiquetage et la Cour de cassation estime que c'est un produit défectueux. Et donc, il demande à la Cour d'appel de statuer. Ça veut dire quoi pour moi ? Ça veut dire on repart pour 3 à 4 ans de procédure, que ça bloque parce que Monsanto s'est empressé avec leurs avocats de dire nous ne pouvons pas indemniser Paul François. D'abord, ils estiment qu'ils ne vont pas le faire, mais on va bloquer la procédure en indemnisation parce que le jugement n'est pas définitif. Ça veut dire que même sans avoir payé mes avocats, rémunéré mes avocats, moi, les frais annexes, c'est plus de 50 000 €. Et qu'aujourd'hui, financièrement, je suis étranglé. Et donc, je me pose même la question, est-ce que je dois continuer ? Est-ce que il y a des gens qui m'ont aidé financièrement et je ne vais pas non plus ruiner ma famille, mes fermes, qui sont en grande difficulté déjà, pour un combat contre Monsanto. Tout le monde me dit ce n'est pas que le vôtre.
Oui, ce n'est pas que le mien, je l'entends bien, mais c'est moi qui suis au front et c'est moi qui assume avec mon avocat, avec mes proches, et c'est pour ça que... Et avec des conséquences sur la famille, puisque vous évoquez dès le début de votre livre votre femme qui parle même de séparation. Oui, parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable pour la famille. Et elle me dit, est-ce que ça vaut le coup? Et tout va bien que c'est en train de nous détruire. Est-ce que ça vaut le coup de détruire notre couple pour ce combat? Elle n'était pas pour au départ. Et effectivement, j'en parle parce que c'est pour expliquer. C'est pas un mélodrame, hein, c'est quelque chose de réel. Et on va continuer de suivre ce combat avec vous. Merci beaucoup, Paul-François, d'avoir été Merci notre de m'avoir invité accueilli. ce soir dans On va plus loin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas demain l'invité de Territoire d'Info. C'est Stéphane Le Foll, justement, ancien ministre de l'Agriculture et aujourd'hui député Nouvelle Gauche de la Sarthe. Très belle soirée. Restez au cœur du débat.